bienvenue au webinaire d'information sur le programme de recherche collaborative IA et santé entre la France et le Québec, donc entre le Fonds de recherche du Québec Santé et le Health Data Hub. Donc, on est vraiment ravis que vous puissiez nous rejoindre. Alors, c'est un webinaire qui se veut très informatif, mais aussi interactif, où vous allez pouvoir poser vos questions et toutes vos interrogations concernant cet appel à projet. Alors, moi, je me présente, je suis Cécile Petitgan, je suis consultante en gestion des données au Fonds de recherche du Québec Santé. Et aujourd'hui, je vais être accompagnée par en fait, les deux experts et responsables du programme de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, je commence avec mon collègue au Québec, Maxime Baudouin, qui est responsable de programme au FRQS et qui est en fait le responsable de ce programme d'aujourd'hui sur l'IA et santé entre la France et le Québec. Et je suis aussi accompagnée d'Emmanuel Bacry, qui est directeur scientifique du Health Data Hub, donc la plateforme française des données de santé, et qui est aussi avec son équipe aujourd'hui, qui nous soutient dans l'organisation de cette session, du programme plus généralement, et puis des réponses à toutes vos questions. Donc aujourd'hui, je vous ai dit une séance d'1 heure qui est enregistrée, comme vous pouvez le voir, et qui va être suivie d'une mise en ligne de l'enregistrement sur la plateforme du HDH et aussi sur le compte YouTube du FRQS. Puis, on va garder toutes vos questions et des réponses pour vous faire parvenir par la suite la présentation d'aujourd'hui, mais aussi des compléments d'information s'ils sont nécessaires, si vous avez d'autres questions qui ne sont aussi pas répondues. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire dans la session Q&A. Questions et réponses en bas de votre écran. Et pas, on a fermé le clavardage volontairement pour que toutes les questions et réponses soient concentrées ici. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions et interrogations que vous avez. On a réservé un moment dans le webinaire pour y répondre, mais si on n'a pas le temps, on le fera par la suite par écrit. Donc, c'est parfait. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec Emmanuel Bacry, donc directeur scientifique du HDH, et qui va commencer avec une présentation de la plateforme. Et puis, on va vous parler du programme et du FRQS aussi. Donc, Maxime, si tu souhaites partager, c'est parfait. Emmanuel, c'est à vous. Merci, merci beaucoup Cécile. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, on va sans plus attendre commencer. Donc, Maxime, si tu peux passer à la prochaine slide. Merci beaucoup. Voilà, donc une petite présentation du Health Data Hub pour ceux qui ne nous connaissent pas. Le Health Data Hub est une structure publique, un groupement d'intérêt public qui a été créé il y a à peu près 3 ans et demi maintenant, et qui a pour mission essentielle de faciliter l'accès aux données de santé pour la recherche d'intérêt public, donc pour l'usage secondaire de la donnée de santé. Et c'est une mission qui s'inscrit sur plusieurs axes, notamment dans la stratégie nationale de l'IA en France, c'est dans le rapport Villani il y a 4 ans, mais aussi dans la continuité de l'ouverture de la base du SNDS, Système national des données de santé, qui est une base assez unique, même si c'est pas une base de données, même si elle ne contient pas de données cliniques, c'est une base unique puisque c'est une base de remboursement qui couvre à peu près l'entièreté des gens vivant en France et à peu près l'entièreté des soins. Alors, cette mission de faciliter l'accès aux données de santé peut se décomposer en trois aspects. On est un guichet unique de la gouvernance d'accès aux données de santé, la gouvernance nationale d'accès aux données de santé. Donc, ça passe d'abord, essentiellement par un dépôt, une demande chez nous. On a évidemment une mission autour des données, puisqu'on facilite l'accès aux données, ça veut dire qu'on travaille avec les producteurs de données, on les aide, on les finance pour les mettre les données en qualité, pour effectivement ensuite remonter les données rapidement, les rendre disponibles rapidement. Donc là, on a mis au point un système de catalogue de bases de données nationales. Enfin voilà, on est extrêmement actif autour de l'écosystème de la donnée, dans l'interopérabilité, dans la qualité, dans la standardisation. On est actif en France, mais aussi largement en Europe et notamment dans la construction de l'espace européen de données de santé, dont on est leader aujourd'hui. Et on offre la mise à disposition d'une plateforme sécurisée à l'état de l'art et à l'état de l'art d'un point de vue de la sécurité, mais aussi d'un point de vue de la scalabilité. Donc, ça veut dire que les projets qui ont besoin de puissance de calcul forte viennent chez nous et on centralise les données pour qu'ils puissent les réaliser. Voilà en quelques minutes le Health Data Hub. Je repasse la main, je crois. Merci, Emmanuel.
Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, le FRQS, le Fonds de recherche du Québec Santé, en fait, est une agence subventionnaire située au Québec pour la recherche en sciences de la vie, mais également pour la santé, donc tous les domaines là, couvrant la science de la vie, la santé là, à travers le Québec. Notre mission, en fait, c'est de soutenir et de promouvoir l'excellence de la recherche et de la formation de la relève de cette recherche en santé afin de stimuler également le développement des connaissances et de l'innovation. Dans ce cas-ci, on supporte également via des programmations en IA et en santé, comme le présent programme. Nous aimons aussi promouvoir la formation d'experts bilingues à travers tous ces programmes-là, puis promouvoir les pratiques exemplaires là, en gestion des données. Comme le petit graphique le démontre ici, circulaire, en fait, c'est plusieurs composantes qui s'imbriquent ensemble pour justement favoriser l'écosystème de la recherche à différents points, que ce soit la formation de la relève scientifique, également la consolidation de carrières de recherche, les regroupements en recherche, nos trois grands défis de société, la collaboration hors Québec et inter-Québec également. On parle également des rapprochements des milieux de recherche et utilisateurs, puis l'engagement auprès de la société et bien sûr, on promouvoit l'éthique et l'intégrité à travers tout ça. Donc, ça fait vraiment une boucle au niveau de l'écosystème de la recherche au Québec. Je te repasse la parole, Emmanuel. Voilà, donc je pense que c'est assez naturel, étant donné les présentations qu'on vous a fait des deux plates du FRQS et du HDH. Je pense que vous comprendrez que c'est assez naturel qu'on ait effectué un rapprochement et que l'on finance voilà, des appels à projets communs. Et fort du succès de la première vague de notre premier appel à projet, nous avons donc décidé de faire une seconde vague pour soutenir donc la recherche de pointe en IA. Donc, il s'agit vraiment d'innovation et santé et renforcer les collaborations internationales. Donc, on s'inscrit dans une démarche de valorisation scientifique, hein, ça c'est vraiment très important. Et notre appel à projet vise à offrir un espace propice à l'excellence scientifique en IA et santé et encourager la mobilisation des données, qu'elles soient québécoises ou françaises, par des scientifiques français et québécois en faisant appel à des méthodes innovantes. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion de donner naissance à d'importantes percées scientifiques et en leverageant évidemment sur les expertises des deux pays et favoriser le transfert des connaissances. Si vous pouvez aller à la slide suivante, s'il te plaît, Maxime. Alors, cet appel à projet s'articule autour de trois axes thématiques. Le premier axe est le développement d'applications à la base d'IA à destination des professionnels ou des patients. Le deuxième axe est le développement de modèles de population pour la prévention ou la thérapie fondés sur des techniques innovantes d'analyse de données. Et le troisième axe porte sur le développement de solutions démontrant des bénéfices pour le traitement et la prise en charge des patients. Voilà, ça c'est donc les trois thématiques prioritaires de notre appel à projet. La prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc, une fois qu'on aura clôturé l'appel à projet, le jury sélectionnera donc deux projets. On va financer deux projets qui seront donc financés conjointement, donc des projets qui vont réunir des équipes québécoises et des équipes françaises, hein, et que nous allons donc financer conjointement sur une période de 18 mois à partir de décembre 2023. Alors, le financement côté Québec pourra aller jusqu'à 100 000 $ pour chacun des projets, hein, et du côté français pourra aller jusqu'à 100 000 €, même chose pour chacun des deux projets. Alors, qui peut candidater? Alors, je vais parler de façon générale, hein. Donc, les constitutions des équipes, que ce soit françaises ou québécoises, doivent répondre à certains critères. Il doit y avoir une chercheuse principale ou un chercheur principal de la France, une chercheuse principale ou un chercheur principal du Québec, donc qui représente chacun des deux pôles. Et à cela peuvent s'ajouter un maximum d'une co-chercheuse ou co-chercheur de la France et d'une co-chercheuse ou co-chercheur du Québec. Il n'y a aucun, c'est-à-dire représente que les chercheurs en question, mais il n'y a aucun minimum qui est imposé. Côté français, on a quelques recommandations et quelques restrictions. Le projet peut être mono ou multipartenaire, privé ou public. Il peut être porté par une équipe de recherche identifiée et affiliée à un centre, une institution, un organisme de recherche ou assimilé,
ou par un consortium rassemblant des partenaires de la recherche et des partenaires industriels ou une entreprise unique. Et par contre, bien évidemment, l'appel à projet doit respecter les règles relatives aux subventions qui s'appliquent en France et en Europe. Je vais laisser Maxime parler des conditions au Québec. Oui, alors du côté du Québec, en fait, c'est issus des statuts là, de recherche 1 et 2 là, pour les chercheurs principaux. Donc, on parle issus de milieux universitaires ou cliniques admissibles selon nos règles générales communes. Et pour les co-chercheurs qui peuvent se joindre le projet, on va également au statut 1 et 2 et on ajoute le statut 3 qui est le statut pour les chercheurs de collège. Également, on aimerait préciser que tous les post-doctorants ne sont pas admissibles en tant que co-chercheurs ou chercheurs. On parle ici que seulement à titre de collaborateurs ou collaboratrices qui peuvent joindre le projet. Les membres, en fait, actuellement de l'équipe doivent être à l'emploi d'un établissement reconnu, là, un établissement gestionnaire reconnu par les fonds de recherche au Québec et résider au Québec, puis également se conformer lors de l'octroi à la formation de base en éthique de la recherche, qui est une condition obligatoire si votre projet porte justement sur des sujets humains ou toute donnée humaine dans ce cas-ci pour le présent programme. Je te repasse la parole, Emmanuel. Non, je crois pas. Je crois que c'est Ah encore non, toi. même pas. Alors, pour continuer, en fait, au niveau des critères d'évaluation, on parle ici de 4 grands critères pour le comité d'évaluation va se baser pour discriminer les projets et sélectionner les 2 projets qui seront financés dans le cadre de cet appel. On parle ici du bénéfice des concrets et caractère innovant des projets de recherche. Également, l'inscription du projet dans une démarche de sciences ouvertes, la faisabilité, y compris un budget approprié, puis la pertinence des compétences au niveau de l'équipe de recherche France-Québec. Alors, un petit zoom en détail là, sur les différents critères. Donc, pour le premier critère concernant le caractère des bénéfices concrets innovants du projet de recherche, on parle surtout de se conformer aux thématiques prioritaires de l'appel, soit se placer également se définir dans les 3 axes qui ont été présentés plus tôt, la clarté des objectifs et l'excellence scientifique du projet, son originalité, sa pertinence scientifique, son côté novateur, également les techniques ou les méthodes utilisées de pointe pour le projet. On parle également de la valeur ajoutée de la collaboration ou de la coopération bilatérale entre la France et Québec, et également la capacité de mise à contribution des ressources de recherche existantes dans les 2 milieux actuellement. On parle également de la valeur ajoutée de l'IA, bien sûr, en IA santé relative aux problématiques étudiées et à la contribution de l'avancement de la recherche en IA pour la santé. On parle aussi d'un transfert de connaissances et également des contributions au développement de nouveaux concepts et modèles, puis le bénéfice final attendu là, de ce projet pour la prise en charge éventuelle des patients et l'impact des méthodes sur les soins de santé. Rapidement, la faisabilité, en fait, c'est tout ce qui a trait au réalisme, à l'importance et à la rigueur de la définition de la structure du projet, des résultats attendus de la planification par étapes et également du plan de contingence s'il y a lieu. On parle également du réalisme de l'échéancier présenté à travers la demande, également en pertinence avec la pertinence avec ces indicateurs de suivi. L'utilisation efficace des ressources et des infrastructures qui sont mises à disposition des équipes, autant du côté de la France que du côté du Québec. On parle également être en adéquation avec le budget sollicité du projet et en fait le budget proposé, puis la capacité à mener à bien le projet, notamment en lien avec l'accès des données en temps opportun, car souvent ça peut être un enjeu. Par la suite, nous avons la pertinence des compétences de l'équipe de recherche, donc la complémentarité entre les 2 équipes. On parle d'une complémentarité au niveau de l'expertise entre les chercheurs et les chercheuses des 2 côtés de l'Atlantique, France-Québec, qui participeront au projet. Également, la réalisation scientifique des chercheurs et chercheuses et le rayonnement au niveau international des équipes de recherche. Et dernier critère qui a évolué au cours du temps, et différent légèrement du premier appel, on parle de l'inscription du projet dans une démarche de sciences ouvertes. Donc ici, bref aperçu, on parle ici de définir des périmètres et algorithmes qui, avec leur programme et leur documentation proposée en open source ou avec licence permissive et un potentiel de réutilisation par la communauté de ceux-ci.
On parle également d'un périmètre d'autres types de résultats, de licences ouvertes, permissives et potentiels de réutilisation pour la communauté à cet effet. On respecte aussi le principe des FAIR au niveau de la gestion des données, conformément à la politique des sciences ouvertes et justement de l'Union européenne et au niveau national. Puis l'excellence du plan de gestion des données et des résultats au niveau du projet. Et je passerai la parole à Emmanuel pour approfondir ce sujet. Merci Maxime. Oui, comme c'est un point qui a un petit peu changé par rapport à l'appel précédent, on a pensé que c'était utile de passer un peu plus de temps dessus. Je pense que c'est pas quand même la peine, si vous êtes essentiellement, je pense dans la salle, il y a essentiellement des chercheurs, de vous faire l'article sur pourquoi est-ce qu'il faut inscrire votre projet dans une démarche de sciences ouvertes, hein. Ça a vraiment beaucoup d'avantages, à commencer par la reproductibilité des résultats de recherche, mais aussi l'augmentation de l'efficacité de la recherche en évitant de dupliquer les efforts et la valorisation académique et scientifique. Alors, comment on s'inscrit dans cette démarche sciences ouvertes? Maxime a déjà nommé quelques points. Ici, vous les revoyez, alors peut-être sous une forme un peu différente, mais on redit un peu les mêmes choses. Généraliser l'accès ouvert aux publications et résultats de recherche, ça c'est tout à fait classique. Alors, rendre disponibles les données de la recherche de manière structurée. Alors là, c'est évidemment, quand on dit ça, on ne parle pas de données de santé individuelle. On fait ça dans le respect de la loi. Il ne s'agit pas d'ouvrir des bases de données en libre accès. Par contre, ce qui est assez clair, c'est qu'il y aura aussi, je pense que le jury sera sensible au fait que s'il y a des bases de données qui sont constituées ou qui sont utilisées, que ces bases de données puissent, dans une certaine mesure, être accessibles aussi à d'autres utilisateurs, que ce ne soit pas une sorte de propriété exclusive et absolument non utilisable par d'autres. Alors, c'est pas du tout là, je suis pas en train de dire que c'est un no-go pour le projet. Je dis c'est un plus pour les projets si effectivement les bases que vous utilisez, d'autres utilisateurs pourraient, sous des conditions réglementaires standards au Québec ou en France, pourraient être accessibles à d'autres acteurs. Respecter les principes FAIR, hein, conformément à la politique de sciences ouvertes de l'Union européenne et nationale, et laisser en libre accès les algorithmes et les programmes utilisés pendant l'étude. Ça aussi, c'est un critère, ce sont des critères qui sont importants, ainsi que leur documentation en open source. Donc voilà, comme Maxime, vous l'avez peut-être vu dans le slide d'avant, c'est que, enfin, là, il y aura une note qui sera attribuée qui correspond à 15% de la note globale. Donc c'est pas un critère éliminatoire, mais c'est quand même un critère important. Et on tenait à le souligner. Maxime, je te repasse la parole. Oui, merci Manuel. Alors également, là, tout au long de la demande, et les partenaires encouragent des principes clés à maintenir, à essayer d'intégrer à divers niveaux. Donc, on parle ici du libre accès et du respect des principes FAIR, comme Emmanuel vient tout juste de mentionner. Le libre accès du côté Québec, en fait, c'est vraiment la définition que lorsque vous êtes sous octroi, selon notre politique de gestion la politique du libre accès, en fait, c'est de permettre de rendre disponible immédiatement les publications au niveau là, de la communauté là, pour justement promouvoir le partage et diffuser les connaissances à travers la communauté de recherche. Également, du côté de la France, en fait, c'est que les candidats sont encouragés à promouvoir et pratiquer justement la science ouverte conformément aux politiques de l'Union européenne, puis à la mise à la disposition, en fait, comme Emmanuel l'a mentionné, de open access et d'open source des résultats qui concernent souvent la documentation, les algorithmes, les programmes et résultats utilisés au cours du projet. Au niveau de la mobilisation des connaissances, c'est un point un peu plus marqué du côté Québec seulement. En fait, l'objectif, c'est de mener et participer des activités de mobilisation des connaissances à travers les différents milieux publics, donc la valorisation, le transfert, le partage, la mise en valeur et la diffusion auprès justement du grand public et de d'autres milieux de pratique. Donc, en fait, vraiment aller partager à plus large échelle nos connaissances et nos activités, si celles-ci sont pertinentes et liées au projet, bien entendu. On a aussi l'équité, diversité, inclusion qui revient. On encourage, en fait, les partenaires encouragent et souhaitent contribuer au soutien de l'écosystème de la recherche basé sur l'équité, la diversité et l'inclusion. On encourage et privilégie, en fait, les principes liés dans le contexte des activités de recherche à différents niveaux. Puis, la santé durable.
en fait, un concept en fait qui est en cohérence avec le contexte du programme et ses objectifs actuels. Les projets financés devront en fait s'inscrire dans ce principe clé en lien avec la santé durable et encourager et à démontrer comment leur projet contribue à l'atteinte de cette santé durable, soit par un état de bien-être physique, mental, social optimal tout au long de la vie. On parle également qu'il va y avoir, dans ce contexte-ci, au niveau de la demande, un mini formulaire à remplir qui ne sera pas évalué, mais simplement pour justement amener la réflexion sur votre projet, comment il s'inscrit au niveau de la santé durable. Manuel, je te repasse la parole. Ouais, alors je reprends la main. Donc, sur l'accompagnement qu'on propose, aussi bien FRQS que le Health Data Hub au lauréat. Donc, évidemment, ça commence par le soutien financier, hein. Je répète, donc c'est 100 000 euros par chaque projet côté français et jusqu'à 100 000, enfin, jusqu'à 100 000 euros côté français pour chaque équipe française et jusqu'à 100 000 $ canadiens pour chaque équipe canadienne côté FRQS. Évidemment, il y aura une signature d'une convention d'utilisation, hein, voilà, ça c'est sûr. Il y aura des conventions pour pouvoir effectivement mettre en place ce soutien financier. Côté HDH, vous aurez le soutien de nos services pour et un éventuel dépôt de demande d'accès à des données françaises, si c'est pertinent. J'y reviendrai juste dans la slide d'après. La mise à disposition par le HD d'une plateforme technologique pour traiter les données en toute sécurité avec des outils à l'état de l'art. Là aussi, si vous voulez ça, il va falloir signer une autre convention. J'en profite pour répondre tout de suite à une question que j'ai vue passer dans le chat. Ce sont la plateforme du Hub est hébergée sur des machines du Cloud Azure, hébergées en France. Donc, on a une très grande scalabilité. Donc, si vous avez besoin de GPU, on a tous les GPU qu'il vous faut. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. L'appui du HDH à l'ouverture des résultats, bien sûr. Le soutien aussi bien par le FRQS et le HDH à la diffusion des résultats du projet de recherche internationale et la formation de base sur l'acceptabilité sociale du partage et de l'utilisation des données de santé par le FRQS. Alors, quelques petits points en détail, notamment, et ça va peut-être permettre de répondre à une question aussi du chat. Donc, sur l'accompagnement aux démarches réglementaires côté français. Donc, je vous ai dit, on vous accompagne si vous voulez faire des demandes. Alors, libre à vous, hein, si vous avez des accès à des données de santé, enfin côté français, si vous avez des accès à des données de santé, jamais on va vous dire, ah ben non, ça doit être des données de santé, ça doit passer par le Hub et ça doit être fait sur la plateforme du Hub. Absolument pas. Donc, si vous avez un accès à des données de santé en France, dans un hôpital ou quoi que ce soit, vous pouvez les utiliser. Il n'y a absolument aucun problème et ça ira même plus vite. Voilà. La seule chose, c'est que si vous avez besoin d'une autorisation, si vous n'êtes pas dans un cadre de... Alors, c'est des trucs un petit peu techniques, mais les Français, je pense que sauront de quoi je parle. Si vous n'êtes pas dans un cadre de méthodologie de référence, par exemple, et que vous avez besoin de déposer une autorisation à la gouvernance nationale, et pas juste à une gouvernance locale d'un hôpital, à ce moment-là, ben, on vous accepte dans toute la démarche, tout au long de la démarche. Voilà, on vous accompagnera jusqu'à l'accord de la CNIL. Et sur la prochaine slide, vous voyez un petit zoom un peu sur la plateforme. Donc, encore une fois, vous accédez. Donc, la plateforme du Hub, comment ça se passe? Donc, vous avez accès à des machines Azure, mais attention, vous n'avez pas accès au framework Azure. Le framework Azure n'est absolument pas sécurisé. On a un niveau de sécurité qui est extrêmement élevé, hein. On a été audité par la DINUM et qualifié d'une des plateformes les plus sécurisées de France. Donc, le framework Azure ne permet pas des niveaux de sécurité qu'on doit mettre en place. Donc, en fait, vous avez un framework qui a été fait par des startups françaises, maison, qu'on contrôle totalement, mais dans lequel vous allez retrouver absolument toute la suite open source standard, en tout cas pour faire de l'IA, vous aurez absolument tout ce dont vous avez besoin en standard. Et s'il manque des choses, ben, on rajoute au fur et à mesure. Vous aurez accès à la plateforme à distance depuis votre laptop, si vous en avez envie, hein. Alors évidemment, suite à un conventionnement, avec une double identification. Et ensuite, vous avez en fait une fenêtre web avec un notebook Jupyter auquel ensuite vous avez accès à absolument tout. On place les données sur la plateforme et voilà. La slide d'après, donc sur l'accompagnement des projets à l'ouverture des résultats. Donc là, on est extrêmement actif. Je ne vais pas passer toutes les petites boîtes en revue, mais vous donner un petit aperçu.
On accompagne de très nombreux projets à l'ouverture de résultats, que ce soit par de la documentation collaborative, par même des meet-ups, donc des événements, par la mise à disposition d'algorithmes. Par exemple, là, BOA, vous voyez, c'est des algorithmes qui sont mis à disposition de tout le monde pour cibler des pathologies sur la base du SNDS, des dictionnaires interactifs, une cartographie d'écosystèmes SNDS. On peut vous mettre aussi en relation, on est vraiment en lien avec tout l'écosystème des données de santé en France. Donc, c'est très facile pour nous de faire des mises en relation si vous en avez besoin. Merci. Non, ça, c'est bon. Ça, j'ai pitché ça déjà. Il faut aller à la prochaine. Voilà. Parfait. Donc, je passerai la parole à Cécile Petitgan pour cette slide. Merci, Cécile. Merci beaucoup, Maxime, Emmanuel. Alors, on parlait de l'accompagnement, justement, qui est fait par le HDH à travers le financement, mais aussi la mise à disposition de sa plateforme. Du côté FRQS, outre le financement jusqu'à 100 000 $ canadiens du projet côté québécois, on offre aussi un accompagnement sur ce qu'on appelle au Québec l'acceptabilité sociale citoyenne des données de santé. En France, on parle d'engagement citoyen, de participation citoyenne. En fait, c'est toute une opération de sensibilisation à l'importance d'informer, d'engager les patients et les citoyens dans les projets qui mobilisent des données de santé. Alors, cette formation, elle est donnée 3 fois par an par le Fonds de recherche du Québec Santé, pas à titre obligatoire, mais comme recommandation pour les équipes. Et ça s'étend des chercheurs principaux vers les co-chercheurs, collaborateurs et même les étudiantes et les étudiants. Donc, la prochaine formation, c'est moi qui la dispense. Elle aura lieu le 18 octobre prochain. Alors, sachez que, bien sûr, vous serez juste après le dépôt de la demande finale. Donc, ce n'est pas une recommandation que ce soit celle-ci, mais c'est sûr qu'à l'hiver, on en aura une suivante. Et ça serait très souhaitable que les chercheurs, co-chercheurs, et même si vous êtes intéressés de participer, on parle des ressources qui sont à mise à disposition pour favoriser l'engagement citoyen sur des projets, comment vous pouvez le faire du début du projet vers la planification de la collecte, l'utilisation, vers l'organisation de la gouvernance de votre projet et par la suite la diffusion, mobilisation des connaissances auprès des communautés. Donc, c'est utile et ça dure généralement 1h30. C'est à travers un webinaire. Donc, vous pouvez être présent au Québec, en France, où que vous soyez. Et donc, on vous y invite. Donc, merci Maxime. Je pense que c'est toi qui fais la suite, n'est-ce pas? Oui. Donc, petit rappel, mais toute l'information est disponible sur notre site web concernant le programme. Donc, le programme a été lancé en mai dernier, puis la première date butoir ici, date limite, c'est le 26 juillet pour le dépôt de la prédemande, qui est une étape obligatoire. Donc, les équipes doivent se présenter et déposer officiellement la prédemande pour être admissible par la suite et accéder à la demande complète. Cette étape, en fait, c'est simplement une étape d'admissibilité administrative. Par la suite, vous êtes invité à déposer une demande plus complète que celle-ci sera évaluée au niveau scientifique. Donc, rappel, 26 juillet prochain, que vous êtes invité à déposer pour la prédemande sur notre plateforme FRQNet via le portfolio électronique du chercheur ou de la chercheuse principale du Québec. Puis par la suite, le comité d'évaluation aura lieu aux alentours du début novembre, un comité de scientifiques conjoints d'experts composé justement de spécialistes internationaux de différentes disciplines issues des milieux cliniques et scientifiques qui établira en fait un classement des demandes finales pour justement mener à la sélection des 2 projets dans le cadre de cet appel. Puis on parle de l'annonce des résultats vers la fin novembre des 2 projets sélectionnés. Alors, petit rappel ici, la durée du financement s'étalera sur 18 mois. C'est un montant de 100 000 $ canadiens pour les équipes du Québec et 100 000 € pour l'équipe de France. Alors, comme je vous disais, toute l'information est disponible sur le site web de l'appel. Et donc, pour les dates limites, justement, je disais 26 juillet pour déposer la demande d'intérêt, donc la prédemande sur notre portail, mais par la suite, lorsque vous recevrez l'invitation pour déposer la demande complète, celle-ci ira jusqu'au 26 septembre de cette année.
Puis, comme j'ai dit plus tôt, déposer sur notre portail via la plateforme FRQNet. Donc, on a des points de contact références ici. Moi-même, avec l'adresse, vous pouvez me contacter moi-même à l'adresse générique France-Québec et nos interlocuteurs, en fait, en France, ça serait Océane au niveau de leur adresse également International Health Data Hub. Puis, de notre côté, on a bien entendu notre centre d'assistance du FRQS qui est toujours là pour répondre à vos questions si vous avez besoin de vous créer un compte FRQNet, besoin de réinitier vos accès ou tout autre pépin. Sinon, je suis également là pour vous aider dans la technicalité du programme tout au long du montage de votre demande. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous de votre présence et merci également là, aux partenaires d'avoir pris le temps de présenter avec nous. Alors, on serait prêt pour les questions. Parfait, merci beaucoup Maxime et Emmanuel. Il y avait plusieurs questions. Certains ont été répondus au fil de la présentation par Emmanuel. Peut-être qu'on pourra reprendre des éléments pour spécifier, mais peut-être que je prendrais la première question en lien avec la date. On suggérerait plutôt d'avoir une date butoir en septembre, connaissant le mois de congé, puis juillet et août. Pour les partenariats, c'est plus difficile. Est-ce que vous pourriez justifier pourquoi ces échéances ont été choisies, notamment pour la pré-demande et la demande complète? Merci. En fait, la pré-demande est très courte. C'est le but d'inscrire les équipes, notamment pour par la suite obtenir la liste des projets qui ont un potentiel de passer à la demande complète et d'être évalués au comité scientifique. Donc, ça nous permet en fait de mobiliser les experts pour avoir une sélection juste du comité scientifique qui va le composer. Puis par la suite, la demande complète demande plus de travail par la suite, sauf la pré-demande et la demande complète sont liées dans notre système. Donc théoriquement, qu'est-ce que vous remplissez à la pré-demande va quand même va se refléter, se transférer dans la demande complète, incluant les blocs additionnels qui sera nécessaire de remplir pour le dépôt en septembre. Donc, c'est vraiment un processus standard qu'on fait chez nous sur notre plateforme, souvent une pré-demande et une demande pour nos programmes. Exact. Et donc là, il faut souligner que pour juillet, il faut vraiment que vous soyez prêts à une pré-demande, donc construire l'équipe, et on l'a mis en fin juillet, quand même, ça laisse le temps de bâtir, mais pas besoin de remplir toute la demande. Là, vous avez jusqu'à fin septembre pour le faire. Donc, Emmanuel, il y aurait une question du côté du HDH. Est-ce que le HDH inclut des données d'EEG ou d'IRM de patients? Alors, non, par défaut. Non, non. Absolument pas. Donc, ça veut dire qu'il faut vous rapprocher. Alors, nous, ensuite, en fonction de ce que vous cherchez, on peut aussi peut-être vous aider. C'est-à-dire, vous pouvez nous envoyer un mail en disant, moi, je cherche à collaborer avec des gens qui auraient des images d'IRM de tel type ou de G comme ça, comme ça, comme ça. Si on en a dans notre relation, on vous met en relation et potentiellement, vous pouvez essayer de les embarquer dans votre projet en partenaire. Mais comme ça, non. La réponse est non. Parfait, merci. Il y a une autre question, peut-être du côté France et Québec à la fois. Vous pouvez choisir de répondre. On parle des thèmes de recherche souhaités. Est-ce qu'on reste générique? Vous auriez des indications? Donc, quels sont les thèmes de recherche souhaités dans le cadre de cet appel? Quelqu'un nous dit, par exemple, le développement d'accélérateurs hardware pour le AGI dans le domaine médical fait-il partie de ces thèmes? Les axes, on les a cités. Hein. Pour rappel, il y a développement d'applications à base d'IA à destination des professionnels ou des patients, développement de modèles de population pour la prévention ou la thérapie fondée sur des techniques innovantes et développement de solutions démontrant des bénéfices pour le traitement et la prise en charge des patients. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui soit strictement hardware pour un déploiement Edge AI dans le domaine médical? Ça me semble un petit peu sortir du cadre, mais je ne voudrais pas trancher. Je ne sais pas ce que Maxime, si tu as un avis. Actuellement, il faudrait voir en fait les détails de la demande pour mieux trancher. À ce niveau-là, souvent, c'est le comité scientifique qui va trancher de la pertinence au final de notre côté. Donc, je ne pourrais pas aller plus loin que. Ouais, essayez peut-être de nous envoyer un mail avec une description Oui. plus précise de ce que vous voulez faire, effectivement. C'est difficile, je pense, de répondre comme ça. A priori, je pense que c'est un peu borderline, mais comme ça, si je devais deviner. Mais je préférerais avoir plus de détails pour pouvoir répondre plus précisément. Parfait, merci. Alors là, il y a une question plutôt
côté Québec, est-ce que les associés de recherche institutionnalisés en institut de recherche en milieu hospitalier sont admissibles comme collaborateurs? Donc, les associés de recherche ont un statut plutôt de coordonnateur de recherche. Ils ne sont pas chercheurs ou chercheuses réguliers. Ben, au Québec, la définition de collaborateur et collaboratrice, c'est de joindre un projet sans possibilité de gérer des fonds, mais apporter une expertise précise. Donc, si le terme de collaborateur, vous le définissez comme ça, selon nos règles, c'est oui. Si vous parlez qu'il veut joindre la demande comme co-chercheur, a priori, je dirais non. Il doit respecter, en fait, correspondre aux exigences des statuts 1, 2 ou 3 de nos règles générales communes. Donc, c'est vraiment avoir un statut chercheur employé par un établissement gestionnaire reconnu et également pouvoir gérer des étudiants dans un laboratoire et également va pouvoir gérer des fonds selon les accréditations de son établissement. Donc, ce serait vraiment ça la différence. Parfait. Tout ça est bien décrit dans les règles de programme qui sont dans le clavardage. Donc, vous pouvez aller voir, c'est quand même très bien défini qui est considéré comme co-chercheur, co-chercheuse, collaborateur, collaboratrice. Merci Maxime. Alors là, il y a une question peut-être plus ouverte, mais je pense qu'elle a été posée au moment où on parlait de sciences ouvertes. Question qui est, qu'en est-il des requis en lien avec la propriété intellectuelle? Donc, par exemple, ouverture des algorithmes, des codes sources, éventuellement des résultats de recherche sous forme de données. Donc, est-ce que, Emmanuel, vous souhaiteriez intervenir sur cette question? Oui, alors encore une fois, c'est difficile de répondre de façon extrêmement stricte. Ce qu'on demande, c'est un effort d'inscription du projet dans une démarche de sciences ouvertes. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce que vous faites doit être totalement donné, partageable, sans aucune propriété intellectuelle. Bien évidemment, on est tout à fait conscient aussi de problèmes que ça peut poser, mais il faut montrer qu'il y a une partie, en tout cas, qui s'inscrit dans cette démarche-là. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez vu, c'est 15% de la note. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que vous serez sanctionné s'il y a une partie sur laquelle il y a une propriété intellectuelle. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est catastrophique. Il y a beaucoup de choses dans un projet, a priori dans un projet de recherche innovant comme ce qu'on va financer là. Il y a beaucoup d'aspects. Donc, il peut y avoir des parties qui sont largement ouvertes, d'autres qui sont moins ouvertes. Voilà. Donc, c'est aussi un juste dosage des choses. Merci beaucoup. Alors, concernant le comité d'évaluation, donc, dont parlait Maxime, qui sera mobilisé entre septembre et novembre, est-ce que ce comité sera formé à 50%, enfin 50-50 IA santé, donc on va imaginer des experts d'IA, des experts cliniciens. La personne nous dit, ce que j'ai vu des comités FRQS, c'est qu'il y a un biais côté clinique plutôt que côté IA. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous allez composer le comité d'évaluation? Rapidement, en fait, concernant cette question-là, le comité va être constitué en fait pour répondre le plus possible au sujet des demandes qui seront déposées. Justement, la différence entre peut-être les appels de l'an passé et cette année, c'est qu'on a mis une pré-demande justement pour connaître plus rapidement les projets qui auraient un potentiel d'être déposés au comité scientifique. Donc, on va vraiment modeler le comité d'experts alentour des questions qui sont présentées au niveau des projets. Puis, l'aspect clinique va être bien entendu autant renforcé que l'aspect plus science de la vie ou santé. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un comité d'experts qui va couvrir le plus de sujets possibles au niveau des demandes déposées. Et c'est vraiment comme le projet à l'intersection IA santé, il n'y aura pas des experts cliniciens purement du domaine ou d'IA qui ne travaillent pas avec la santé. Là, c'est vraiment à l'intersection. Oui, exact. Puis on tente en fait de couvrir le plus juste possible toutes les demandes qui vont être déposées. Des fois, les demandes, les sujets des projets sont assez élargis. Ça dépend également du volume. On parle quand même de 3 axes déjà thématiques à couvrir. Donc, il peut y avoir justement une petite variabilité, une petite diversité d'un comité à l'autre. Mais l'objectif, en fait, c'est vraiment là d'avoir un comité qui est pleinement conscient de tous les enjeux au niveau de la santé et de l'IA à son intersection. Là. Merci Maxime. Encore une question pour toi, je vais en faire 2 en 1. Les gens n'ont pas très bien compris, enfin moi cette personne, la pré-demande.
et surtout si elle est éliminatoire, c'est-à-dire que quelqu'un n'aurait pas rempli le formulaire de prédemande, est-ce qu'il pourrait après candidater? Donc, merci de nous éclairer. En fait, la prédemande n'est pas éliminatoire dans le sens que lorsque vous avez déposé une prédemande, elle vous permettra pas d'être éliminé pour la demande complète, à moins d'un pépin administratif majeur. Donc, c'est vraiment une étape administrative pour valider les équipes, la composition des équipes de base. Par contre, elle est obligatoire. Ça veut dire que vous devez déposer une prédemande au 26 juillet via le portail FRQNet pour le chercheur principal ou la chercheuse principale au Québec, justement pour être admissible à la suite et passer éventuellement au comité d'évaluation. Donc, ce n'est pas une étape nécessairement éliminatoire, mais c'est obligatoire de la déposer au 26 juillet. Si je peux rajouter une petite chose pour compléter ce que tu viens de dire, Maxime, ça répond aussi un peu à la question qu'il y avait d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, si on a fait ça, c'est justement le principal but de cette pré-demande, c'est justement d'arriver à mieux constituer un jury qui sera plus équilibré pour pouvoir répondre à l'étendue des demandes. C'est qu'on ait un aperçu assez tôt des différents projets qui seront déposés. Donc, ce n'est pas pour sanctionner les gens particulièrement, c'est plutôt au contraire pour arriver à mieux évaluer, donc pour arriver à mieux calibrer le jury. Parfait, merci beaucoup de ces spécifications. Alors, il y a une autre question qui nous emmène ailleurs, mais on est sur la diapositive des axes. On nous demande quel est le niveau de TRL, donc le niveau de maturité de la technologie qui est souhaité pour l'axe 1. Si je peux peut-être répondre. On peut pas parler je peux pas dire que c'est le 1, niveau 4, niveau 5 ou quoi que ce soit. Ça n'aurait pas de sens. Ça va dépendre beaucoup d'où vous partez. On veut quelque chose d'innovant. Donc, on veut qu'il y ait une innovation. Donc, ça veut dire que si vous partez de choses où il y a quasiment pas grand-chose qui existe, il y a juste une idée d'algorithme, par exemple, à développer, vous partez juste d'un niveau en fait très bas et puis vous essayez d'aller le plus loin possible. Si vous partez d'algorithmes qui existent déjà, qui ont déjà fait quelques preuves de concept, et maintenant le challenge, c'est vraiment un déploiement et il y a des vraies innovations dans le déploiement, bah, ça veut dire que vous allez arriver à un niveau de TRL plus élevé. Donc, il n'y a pas, on attend on attend un vrai travail effectif innovant qui soit réalisé, qui vous amène d'un certain niveau de TRL à un autre niveau de TRL. Mais je ne peux pas donner dans l'absolu les niveaux. Ça aurait pas de sens, je pense. Parfait, non, c'est très clair, merci. Je ne sais pas si Maxime, tu souhaites ajouter quelque chose, sinon je vais à la question suivante. Allez, pour celle-ci, merci. Parfait. Alors là, on a une question vraiment précise sur un type de projet. Alors, serait-il possible de candidater avec un projet collaboratif qui visera à constituer une base de données structurée au Québec, constitution d'une base thèse, données actuellement non structurées mais disponibles, pour tester des algorithmes développés en France par des équipes de recherche? Donc, c'est quand même une question qui nous a traversé comme comité. Donc, est-ce que, je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite répondre. Je peux commencer à faire une première réponse et peut-être que Maxime complétera. Effectivement, donc on incite les porteurs de projets à utiliser des données françaises et des données québécoises. Rien ne spécifie le fait de dire que les données québécoises devraient être prêtes au début du projet. Donc, ça peut être effectivement un des objectifs du projet de constituer une base de données québécoise qui sera, par contre, ce qui est important, c'est que c'est une base de données qui doit être utilisée dans le cadre du projet, parce que sinon, ça serait vraiment dommage, et ne pas se contenter, entre guillemets, je pense, d'appliquer un algorithme qui a déjà été développé et de l'appliquer à cette nouvelle base de données, même si ça constitue évidemment quelque chose enfin, une étape importante. Donc, j'imagine dans la question que j'ai vu poser, pour moi, les bonnes étapes, ça serait de se dire il y aura un WAF package qui constituerait la base de données québécoise. En parallèle, il y a un travail d'innovation sur l'algorithme en question qui serait développé sur les données françaises puisque les données françaises semblent disponibles au début du projet, et dès que les données québécoises sont disponibles, donc ça, ce travail d'innovation peut être fait par les équipes évidemment de recherche franco-québécoises, qui est une collaboration sur le développement de l'algorithme, et qu'ensuite, bien sûr, cet algorithme soit testé, validé sur de la donnée québécoise qui aura été créée dans l'occasion. Je pense, Maxime, si tu veux compléter. Oui, tout à fait. Tu as bien fait le tour de la question, Emmanuel. En fait, je mettrais juste le point de l'emphase sur le fait qu'on parle vraiment de l'utilisation dans le projet des données de la France et du Québec. Vraiment, là, on valorise en fait cette utilisation-là et ce partage-là. Mais merci, Emmanuel, pour les précisions.
Parfait. Alors, il y a une autre question, et là, elle t'est adressée, Maxime. Quelle est la position du FRQ en lien avec l'applicabilité du RGPD, donc le Règlement général de protection des données européen, dans le cas où les chercheurs québécois recevraient des données cliniques dépersonnalisées provenant de ressortissants européens? Très bonne question. En fait, on se doit de la respecter d'une certaine mesure. On a également en fait une annexe dans les règles de programme qui détaille un peu l'implicabilité de celle-ci. Mais je vous dirais que la gestion va aller soit selon la signature de la convention entre les chercheurs et les établissements à ce niveau-là. Donc, c'est l'établissement qui va avoir à gérer là, ici. Je vous dirais que je ne suis pas spécialiste de cette question-là. Donc, en fait, si vous avez des questions plus précises, là, que vous avez besoin des détails, je peux vous référer là, à notre service, notre département juridique là, pour mieux vous éclairer. Mais normalement, vos établissements devraient également être au courant un peu là, de la gestion au niveau de leur département également juridique. Exact, hein, le RGPD, il a une application extraterritoriale pour le monde entier. Donc, si vous êtes chercheur québécois et que vous traitez des données de ressortissants européens, vous devez vous conformer au RGPD, de manière générale dans cet appel ou ailleurs. Donc, et en effet, s'il y a des questions, les départements juridiques du FRQ, mais aussi au HDH, sont bien familiers de ça et peuvent vous soutenir. Alors, il y a une autre question. Pouvons-nous importer dans le projet des données d'imagerie non disponibles dans le HDH? Donc, Emmanuel, peut-être c'est en lien avec la plateforme du HDH et son ouverture à d'autres sources de données. Absolument. Donc, oui, bien sûr. Enfin, a priori, le HDH est ouvert à recevoir n'importe quel type de données de santé pour un projet de recherche d'intérêt public et qui viennent de n'importe où. Par contre, ensuite, il va falloir. Vous avez toujours. C'est pas pour ça que vous aurez l'autorisation d'accéder à ces données-là. Donc, ça, il y a ce problème-là. Donc, typiquement, enfin, pour pouvoir répondre extrêmement précisément, le mieux, ce serait de nous envoyer un mail pour comprendre exactement de quoi vous parlez. Mais je vais tracer des grandes lignes. Dans les grandes lignes, si par exemple, vous avez accès, dans le cas d'une méthodologie de référence, vous avez déjà accès à une base de données d'imagerie sur l'EDS d'un hôpital, mais que en fait, cette EDS n'est pas équipée en puissance computationnelle suffisante pour pouvoir traiter votre imagerie, vous pouvez tout à fait normalement, a priori, faire, dans le cadre de votre méthodologie de référence, de demander un accès à ces données sur la plateforme du Hub, auquel cas on va déplacer effectivement les données sur la plateforme du Hub et vous aurez une bulle sécurisée. Il y aura un peu d'administratif à faire, mais il n'y aura pas de gouvernance de pipeline avec la CNIL ou ce genre de choses si vous êtes dans le cadre d'une méthodologie de référence, puisque vous avez le droit d'y accéder. Simplement, il y a un déplacement de données, donc il y aura certainement des conventions, mais c'est pour ça que je préfère que vous m'écriviez, parce qu'il y a quand même des démarches administratives, mais qui ne sont pas très lourdes. Si par contre, c'est une base de données dont vous avez eu vent et vous dites, ah bah tiens, j'aimerais bien y avoir accès dans la base, sur la plateforme du Hub, donc là, ça pose un autre problème qui est que la première chose, c'est que vous devez avoir une autorisation d'accès. Et ça, l'autorisation d'accès, il faut garantir que vous l'avez ou que vous l'aurez. Et donc ça, ce n'est pas nous qui pouvons le garantir. Donc ça, c'est quelque chose, vous devez vous rapprocher du producteur de la donnée pour éventuellement l'embarquer avec vous dans le projet, ce qui est peut-être la chose la plus simple à faire. Merci beaucoup, c'est une réponse très complète. Donc, on voit que ça peut être complexe ou simple si on a déjà un accès. Et là, la dernière question est pour toi, je pense, Maxime, puisqu'on demande s'il y aurait la possibilité, j'imagine, via le Fonds de recherche du Québec, de mettre en relation des chercheurs québécois et français qui ont des intérêts communs. Est-ce que ce serait le rôle du FRQS? Actuellement, on ne s'inscrit pas dans ce rôle-là. En fait, c'est soit des collaborations déjà existantes ou des nouvelles collaborations qui vont se créer à travers des réseaux de contacts inter-établissements ou d'événements. Actuellement, on n'a pas de plateforme dédiée à ça pour la collaboration, malheureusement. Merci Maxime. Alors là, il y a une autre question qui va nous parler de la différence d'investissement entre les deux juridictions. Donc, les deux co-chercheurs reçoivent du financement. Le chercheur français reçoit 100 000 euros, celui du Québec, 100 000 dollars canadiens. On connaît la conversion, on imagine qu'en France, on reçoit plus d'argent. Alors, en effet, avec 100 000 dollars canadiens, il est possible de payer 2 postdocs, les associés de recherche pendant un an. Autrement dit, ça va limiter la progression du côté québécois. Ce qui est possible d'organiser les Work Package France-Québec à la suite. Donc, j'imagine en s'adaptant à ce type de financement. Je te laisserai répondre, Emmanuel. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire transiter l'argent de la France au Québec et l'argent du Québec en France? C'est ça qu'il faut comprendre par la question?
moi, je la comprends comme est-ce qu'il est possible de répartir les tâches en fonction du financement dont on dispose? Parce que Ah, l'argent ne ça oui. circule pas. Non, parce que L'argent ne non, mais circule pas. non, mais c'était mais ça. Je, non, est-ce que c'est la question qu'il posait? Parce qu'effectivement, ça c'est la OK. première chose qu'il faut dire, c'est que l'argent ne circule pas. Voilà. Donc c'est 100 000 dans les deux cas, donc on va dire que c'est la même chose. Mais non, et voilà, les euros n'iront pas au Québec et les dollars canadiens n'iront pas en France. Ça, c'est absolument sûr. Par contre, bah, bien sûr, on attend un financement donc, de 100 000 dollars au Québec et de 100 000 euros en France. Donc la répartition des work packages doit se faire suivant ce fonctionnement-là. Donc forcément, il y aura un déséquilibre dans le financement. Enfin, forcément, ça dépend ensuite du coût franchement, je ne connais pas le coût des postdocs au Québec par rapport au coût des postdocs en France, mais voilà, l'allocation devra tenir compte de ça. Maintenant, on peut aussi imaginer qu'il y ait quelqu'un qui soit recruté en France et qui aille passer du temps au Québec pour travailler avec les équipes québécoises. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait aussi envisageable pour établir un petit peu, si jamais on imagine qu'il y a un petit Mhm. déséquilibre, ça peut être équilibré de cette façon-là. Maxime, je ne sais pas si tu veux compléter. Très clair, merci. En fait, c'est exactement ça. L'argent ne peut pas sortir de part et d'autre, mais par contre, l'allocation des tâches peut être répartie selon les ressources disponibles d'un côté ou de l'autre. Merci beaucoup. Alors moi, je vois que toutes les questions qui avaient émergé ont été répondues. On en a une dernière ou avant-dernière. N'hésitez pas à en poser. On a encore 8 minutes. Est-ce que le projet peut dépasser un an ou est-ce que l'argent est bloqué après un an? C'est 18 mois, hein, le projet. Mhm. Ouais, Donc, c'est c'est parce pas un an. on nous a induit en erreur avec les questions précédentes. C'est 18 mois. Ouais. C'est 18 mois le projet. Quels Euh, sont... Oui. Ensuite, côté France, on a fait ça nous est arrivé de faire des aménagements, je pense, dans la première vague, dans le cadre où si, par exemple, l'accès aux données de santé en France est très long, parce qu'il y a eu des problèmes administratifs. Donc, à ce moment-là, on doit pouvoir faire des avenants, ou, enfin, voilà, il y a peut-être des possibilités de travailler là-dessus, mais c'est exceptionnel, c'est que s'il y a vraiment ce genre de problème. Et du Merci. côté Québec, en fait, nous, on réfère aux règles générales communes, comme quoi qu'il y a une possibilité d'une prolongation supplémentaire, mais qu'elle doit être justifiée. Donc, la prolongation permettrait d'utiliser les fonds justement pour, euh, euh, dans un temps un peu prolongé, justement, pour terminer le projet. Là, la question suivante est très large et j'inviterai Raphaël Renard-Pena à nous écrire au HDH, pardon, au FRQS, parce que on nous demande quelles sont les possibilités d'hébergement de données au Québec. Donc, c'est très, très large. On pourrait vous donner des indications et peut-être préciser un peu plus la question, parce que c'est sûr que nous, on n'est pas une institution FRQS d'hébergement de données ou une plateforme qui donne accès et qui permet des capacités de calcul. C'est un organisme de financement. Par contre, on peut vous montrer un peu plus comment l'écosystème fonctionne, mais ça va être difficile d'y répondre à Maxime, à moins que tu aies des pistes de ce côté-là. Nous, de notre côté, comme tu viens de dire, le FRQS n'a pas le mandat justement d'héberger les données. Par contre, il y a d'autres établissements ou instituts qui sont spécialisés là-dedans au Québec. Puis justement, il y a un écosystème, comme tu dis, Cécile, là-dessus. Donc, je pense que ce serait plus simple de nous écrire directement pour répondre précisément. Il y a encore une question sur, on peut utiliser des données médicales qui sont hébergées aux États-Unis pour les projets? On ne va pas vous interdire d'utiliser des données auxquelles vous avez accès dans un autre pays. Maintenant, le principe de cet appel à projet, c'est quand même une collaboration franco-québécoise, idéalement avec des données québécoises et des données françaises. Si en plus, pour aller vérifier quelque chose, vous avez besoin de données américaines, on ne va pas vous dire non, c'est totalement interdit. Voilà. Mais ça doit pas être enfin, la collaboration, ça ne doit pas être une collaboration entre données françaises, données américaines ou québécoises et américaines. Ça doit vraiment porter sur une collaboration franco-québécoise. Mais bien sûr, s'il y a besoin de compléments d'autres pays, pourquoi pas. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions émerger. Donc, moi, je vous remercie beaucoup, Maxime et Emmanuel, d'avoir répondu vraiment si spécifiquement. Ah, il y en a deux là au C'est dernier le moment. stress, c'est le stress de la dernière minute. Euh, ah oui, c'était une question parce que on l'avait mis un peu de côté parce qu'elle était partiellement répondue, mais concernant le HDH, est-ce que vous avez des données de professionnels de santé, par exemple, pour circonscrire une population infirmière en France? Alors ça, c'est délicat. Donc, il y a le SNDS qui permet enfin, a priori, où tous les professionnels de santé sont répertoriés. Par contre, faire une demande d'accès où vous avez accès au code nominatif des personnels de santé, je ne saurais pas répondre tel quel. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez.
Donc, je vous incite à nous écrire et on saura bien vous répondre. Il y aura des experts au web pour répondre parfaitement à votre… Mais il faut spécifier votre demande quand vous dites circonscrire la population infirmière française, c'est-à-dire que vous voulez travailler à quel niveau de granularité? C'est juste à un niveau agrégé. Vous n'allez pas travailler médecin par médecin ou infirmier par infirmier, je suppose. Donc, c'est ça qu'il faut me spécifier dans un mail. Quelles sont les bases de données médicales en France? Alors là, par contre, ça, c'est une question, il me faudrait un peu plus que quelques minutes pour y répondre. Je suis un peu décontenancé, je dois avouer, pour répondre à cette question-là. C'est vrai que toutes les questions qui sont Parce en que, lien avec les données accessibles en France je pense qu'on va recommander de vous écrire au HDH, n'est-ce ouais. pas? Enfin, là, vous avez par exemple, tous les hôpitaux ont des bases de données disponibles en France. Donc ensuite, il faut vous rapprocher des hôpitaux. Ensuite, vous avez des cohortes. Ensuite, vous avez les bases de données nationales, comme j'ai indiqué, le SNDS. Il y a énormément de choses. Vous avez plein de sociétés privées qui ont aussi des bases de dispositifs médicaux. Il y a des bases d'essais cliniques. C'est tellement varié que… Et quelles sont les bases excuse-moi, Cécile, je me Non, non, permets non, 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 d'aller allez-y. directement. Parce que comme je vois que ça correspond tout de suite à la France, donc je rebondis tout de suite comme il ne reste pas beaucoup de temps. Quelles sont les bases de données cliniques que j'ai? Alors ça aussi, c'est un peu large. Je ne saurais pas. Alors en plus, quand on dit IRM, c'est IRM de quoi? Là, c'est extrêmement, extrêmement vaste. Et disponible, en fait, il y a des producteurs de données associés forcément à ces bases-là. Donc, une fois qu'on les a identifiés, il faut savoir s'ils sont d'accord pour collaborer, pour mettre à disposition les bases. Voilà, donc, il faut un peu les embarquer. Donc, je vous invite aussi à être un peu plus spécifique sur la demande de données. Et ensuite, nous, on peut vous mettre en relation avec des producteurs de données, et puis vous verrez si vous arrivez à faire affaire. On vous demande, peut-on avoir une liste des bases de données existantes? Il y a certainement des Je liens. pense qu'il y a aujourd'hui, peut-être que je m'avance un peu, il n'y a aucun pays qui est capable de donner une liste exhaustive des bases médicales existantes dans le pays. Aucun. C'est un travail de titan. Et si on ne donnait qu'une liste des bases, vous auriez 10 000 questions à poser derrière. Et ça veut dire qu'en fait, il faudra avoir toutes les métadonnées. C'est évidemment quelque chose qu'on cherche à construire, mais je pense qu'il n'y a aucun pays qui a encore réussi à faire une telle base de données. Et là, peut-être Maxime, on disait, le projet peut-il être dénué d'IA? C'est vraiment pas l'idée. Là, c'est un projet de recherche collaborative. Tout à fait. Écoutez, on peut fermer sur ce point. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de répondre à vos questions. Au contraire, sur la page du programme qui est dans le clavardage, vous avez les adresses mail de tous les référents en France ou au Québec pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez absolument pas à nous écrire par la suite. Par exemple, il y a des questions très spécifiques sur la nature du projet. Si vous avez une idée de projet, vous pensez est-ce que ça fit ou pas dans les critères, on peut venir vous aider pour dire si c'est admissible. On le fera avec plaisir au niveau du québécois comme au niveau français. N'hésitez pas à nous écrire. Puis ce que je veux dire pour répondre à des questions plus logistiques, c'est que cette présentation elle a été enregistrée, que ça soit la partie plus d'exposition des règles de programme vers tous les échanges qu'on a eu en réponse à vos questions. On va le mettre à disposition, comme je le disais en début de webinaire, sur le site internet du Health Data Hub, sur la page YouTube des fonds de recherche du Québec. Donc, ça sera très facilement découvrable, puis on fera des annonces dans les infolettres. Aussi, la présentation PowerPoint, elle va être rendue disponible en plus avec l'enregistrement vidéo. Donc, vous pourrez y avoir accès. Et finalement, on prend en compte toutes vos questions. On va créer des matériaux de réponse en complément de tout ce webinaire pour qu'il n'y ait plus du tout d'interrogations sur les règles de programme, les projets admissibles ou pas. Donc, n'hésitez surtout pas à suivre les fils d'actualité, que ce soit du HDH, du FRQS. Je pense qu'on en est là. Si Maxime et Emmanuel, vous souhaitez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Mais Non. sinon, je dirais merci beaucoup à tous, que ce soit en France ou au Québec, pour vos questions. Et n'hésitez surtout pas à nous écrire par la suite. Nous, on sera à disposition avec les responsables en charge du programme. Donc, merci. Bonne fin de journée en France, bonne journée au Québec. Et puis, au plaisir de recevoir vos propositions de projets. Au revoir. Au Merci à revoir. tous.